19 juin 1944. À seulement 320 km à l'ouest des îles Mariannes, le puissant groupe de travail 58 avance avec détermination. Depuis le pont de 15 porte-avions, les amont, l'imposante entreprise USS Lexington, Bunker Hill et Yorktown Takeoff F6 FL4 Squad, prête à intercepter la flotte japonaise qui approche. Le vice-cible Mark Mitcher, un stratège impitoyable, est en charge de cette force navale sans précédent qui coordonne l'opération de Lexington. 15 géants des mers, transportant 905 avions, font face à la contre-attaque désespérée du Japon impérial, dont l'objectif est de contenir l'avance américaine vers le cœur de l'Empire du Soleil Levant. Mais ce que les pilotes japonais découvriraient ce matin-là changerait à jamais leur vision de la guerre aérienne. À 7h30, dans la salle d'information du porte-avions Tai, le lieutenant Sakio Komatsu ajuste son équipement de vol. Les ordres sont clairs, une attaque massive contre le porte-avions américain à l'est de Guam. Les rapports de renseignement indiquent 3 groupes de travail avec 15 navires aérodromes opérant vers le sud-ouest de Seppan. Komatsu se prépare à escorter la deuxième vague d'attaque, qui promet d'être le coup définitif contre la flotte invasive. Son combattant zéro, équipé d'un réservoir auxiliaire central, étend sa portée à plus de 1800 km en le faisant tourner dans une plateforme d'escorte à longue portée. La doctrine d'attaque japonaise, forgée dans les triomphes de 1941 et 1942, fait toujours confiance à la supériorité tactique des vétérans et à l'excellence de leur avion. À cette époque, des opérations telles que Pearl Harbor, Darwin et d'autres ont démontré le pouvoir dévastateur des attaques coordonnées, où la capacité des pilotes et l'agilité des héros ont écrasé l'opposition alliée. Le commandant Minoru Janda avait perfectionné des tactiques qui exploitent la maniabilité et la gamme supérieure de Zero. L'idée était simple, maîtriser le combat aérien à travers des positions avantageuses et un contrôle d'énergie, même en cas de désavantage numérique. Un pilote expérimenté pourrait décimer des adversaires ayant une précision chirurgicale. Mais le Task Force 58 n'était pas une force navale. Il représente l'apex de la puissance des avions américains depuis le début de la guerre, 15 porte-avions, dont 6 des 27 000 tonnes de trous Essex, avec un pont blindé pour faire fonctionner des avions plus lourds. Contrairement aux navires japonais, légers et conçus pour maximiser la capacité des avions, les Américains ont hiérarchisé la résistance et le contrôle des dommages, échangeant la vitesse pour la survie au combat. Le F6 FL4, qui est entré en service à la fin de 1943, a été la réponse définitive à Zero. Conçu par Grumman sur la base des leçons de rapports d'avions et de combats capturés, le L4 était une machine de guerre implacable, 5,5 tonnes de poids, Pratt & Whitney R 2800-2000 chevaux, vitesse de pointe de 610 km/h et armure à 96 livres protégeant le pilote, le radiateur et le réservoir d'huile. Ces 6 mitrailleuses Browning .50, avec 400 tirs chacune, ont dépassé toute arme japonaise. Les réservoirs d'autopilotage ont évité les incendies catastrophiques, tandis que la robustesse structurelle a permis d'absorber les dommages qui détruiraient un Zero. Du côté japonais, la formation qui décolle du porte-avions Tai, Shikaku et Zuikaku au 128 vers la force opérationnelle de 58 vols à 7300 mètres d'altitude sans voir aucune chasse américaine à l'horizon. La surprise tactique semble garantie. Mais la réalité est cruelle, la plupart des pilotes ont moins de 100 heures de vol, formés en seulement 6 mois, dans un programme rapide qui a acheté en semaines qui ont pris des années. Les manœuvres de combat de base ont été sacrifiées au nom de la navigation et de la formation, tandis que le palier des avions a à peine atteint 5 tentatives réussies avant le combat réel. Le lieutenant Teishi Yamamoto est une exception, avec plus de 600 heures de combat depuis 1941, il a vu la suprématie aérienne japonaise. Mission sur les Indes le. Les Rions néerlandais et Rabaul ne garantissaient plus le bilan invaincu d'autrefois. La campagne Guadalcanal a révélé des faiblesses mortelles, les Américains ont développé des tactiques telles que Dash Weave, qui a neutralisé l'avantage de Zero courbe, tandis que les attaques de foudre ont exploré leur manque d'armure. Maintenant, en tant que chef de l'équipe, Yamamoto porte le fardeau de la protection des novices comme en sont Hiroshi Tanaka, son L, avec seulement 75 heures de vol et une formation théorique. La pénurie de carburant a éliminé les pratiques avancées et l'absence de munitions a réduit l'entraînement de tir cible statique. Peu de pilotes n'ont jamais tiré sur des avions en mouvement avant le premier combat. L'inégalité est brutale. Alors que les Japonais se battent avec une conduite de fortune, les Américains opèrent avec une précision chirurgicale. À 240 km, les radars de l'USS Yorktown détectent la formation ennemie, donnant 20 minutes. Au centre d'information de combat, les officiers dirigent des combattants de patrouille aérienne à des points d'interception exacts à l'aide de données réelles. Ce système de contrôle tactique, perfectionné en 2 ans de guerre,
transforme la défense aérienne d'une réaction chaotique en une opération coordonnée, où l'altitude et la position sont calculées pour maximiser l'impact. À la tête de l'équipe VF-15, le commandant David MC Campbell mène sa division 12 L4 vers l'ennemi. Ces pilotes ont en moyenne 300 heures de vol, avec une formation de tir dévié stricte, une gestion de l'énergie et des tactiques d'équipe. Le programme de formation américain, élargi en 1943, produit désormais 10 000 aviateurs navals par an, chacun avec 500 heures de vol, dont 150 dans des avions de combat. La différence ne pouvait pas être plus claire, d'une part, les anciens combattants se sont préparés à tout défi, de l'autre, les recrues ont jeté des feux de crosse avec espoir et peu d'expérience. L'approche de la confrontation sera non seulement entre les machines, mais entre deux mondes, une basée sur l'improvisation et le passé, une autre forgée dans l'innovation et l'avenir. Et lorsque les cieux seront remplis de feu, un seul d'entre eux sera victorieux. Le L4 n'a pas seulement été conçu pour dominer le ciel, il a été forgé pour s'assurer que ses pilotes lui survivraient. Alors que les Japonais parient sur la légèreté et l'agilité, les Américains ont construit une forteresse volante. Le blindage en acier implique la cabine comme un bouclier impénétrable, 200 livres de protection stratégique couvrant le dos, la tête et le sol du pilote, capable de détourner les plans les plus précis. Le pare-brise ? Un morceau de 1,5 pouces de verre laminé, testé pour résister aux impacts directs de 7,7 mm de balles pour brûler, le même calibre qui a percé les zéros sous forme de papier. Et les réservoirs de carburant ? Des couches de caoutchouc autonomes qui se chevauchent qui se développent à la plus petite déchirure, interdisant les fuites avant qu'une étincelle ne les transforme en cercueil volant. Mais le vrai génie est dans ce que L4 soutient. Sa structure résiste non seulement, elle remet en question la physique de la destruction. Dans les tests, l'avion a absorbé plusieurs impacts de canon 20 mm, restant contrôlable tandis que les concurrents se sont désintégrés dans l'air. Pour un pilote, ce n'est pas seulement l'ingénierie, c'est une promesse, vous pouvez être abattu, il peut être touché, il peut même saigner, mais votre avion ne vous abandonnera pas. Cette confiance psychologique est l'arme la plus mortelle de toutes. Et à 9h15, à 90 miles à l'ouest de Guam, l'enfer s'ouvre. Les premiers L4 ont chuté à la formation japonaise en tant que faucons sur les proies sans méfiance. Altitude, vitesse, surprise, trois avantages que Zero n'a jamais eus. En son Tanaka, un A avec 12 victoires, bosse sur une courbe fermée à gauche, essayant de forcer un dépassement classique, la manœuvre qui a déjà laissé tomber tant d'Américains. Mais L4 n'obéit pas. Avec la puissance à gauche, il accompagne la courbe comme si Zero était immobile, la lumière contrôle tandis que celle des Japonais durcissent, tremblent, trahissent. Ensuite, le verdict, une rafale concentrée de 0,50 calories. Les câbles C. La surole de Tanaka partent sous forme de brins de coton. Ces réservoirs de carburant non protégés explosent en feu au premier impact des munitions incendiaires. En quelques secondes, ce qui était un combattant devient une boule de feu en spirale, un véritable enterrement d'air attend de tous les coureurs japonais errants et paralysés. Ce n'était pas un duel. C'était une exécution. Et le pire n'était pas encore à venir. Le commandant MC Campbell ne mène pas une équipe, il gère une machine de guerre. Ses divisions attaquent dans des vagues coordonnées, plongeant de 28 000 pieds à 450 000 par heure, tirant et augmentant avant que les Zéros puissent même verrouiller les commandes. Il n'y a pas de combat de chiens ici, il y a la chasse. Les Japonais essaient de tourner, d'essayer, de manœuvrer, mais L4 ne joue pas pour le même livre. Il utilise l'énergie comme une arme, vitesse pour attaquer, altitude pour s'échapper, pouvoir dicter les règles. Les Zéros, agiles à basse vitesse, deviennent lourds et lents lorsqu'ils sont obligés d'accompagner les plongées américaines. Chaque pilote L4 sait, ne jamais entrer dans un duel dans les virages. Laissez le Zéro tourner pour s'évanouir, pendant que vous le massacre d'en haut avec une précision chirurgicale. La coordination est implacable. Les dirigeants de couverture des ailiers, les dirigeants couvrent les ailiers. Aucun L4 ne vole seul. Alors que les Japonais dépendent des signaux manuels et des formations rigides, leur radio échouant, grinçant, les trompés avec des Américains d'interférence communiquent avec une clarté cristalline, ajustant les tactiques en temps réel. Un pilote japonais essaie une attaque furieuse, juste pour constater que son objectif a déjà été averti par son partenaire. Un autre essaie de s'échapper, mais trouve deux autres L4 qui l'attendent, comme des loups entourant une proie. En 8 minutes, 12-0 tombent. Pas par hasard. Pas par chance. Par conception. Et ce que les Américains voient dans les ennemis les font encore plus froids, les Japonais font des erreurs. Leurs rafales disparaissent,
leurs manœuvres sont prévisibles, leur instinct, hésitant. Certains abandonnent des positions avantageuses comme s'ils avaient oublié comment voler. Ce ne sont pas des rivaux, ils sont cibles. Lorsque le lieutenant Alexander Vrasiu, de VF-16, intercepte la deuxième formation, son équipe de 4 L4 avale 12 ennemis dans un autre bain de sang. 6 avions japonais ont détruit en 8 minutes. Vrasiu ne dépense que 360 de ses 2400 balles. Chaque tir compte. Chaque impact détruit. OS.50 Lim ne pardonne pas. Les ailes se détachent. Les moteurs explosent. Les réservoirs de carburant deviennent des torchées humaines. 0, une fois redouté, se désintègre comme du verre sous un marteau. Pendant ce temps, les L4 rentrent chez eux avec des trous de 7,7 mm dans le fuselage, et rien de plus. Les canons japonais de 20 mm? Une blague. Basse vitesse, munitions faibles, précision douteuse. Les pilotes japonais vident leurs tambours en rafales désespérées, juste pour découvrir que tout ce qui reste, ce sont des mitrailleuses, inutiles contre l'armure américaine. Et puis vient la deuxième vague. 128 avions. 48-0, 53 Judy, 27 Gilles. Ozawa joue tout ce qu'il a, pariant sur la quantité. Mais la quantité ne gagne pas lorsque l'ennemi sait où vous êtes avant de savoir. Les radars américains ne mentent pas. Les contrôleurs de chasse ne se trompent pas. Chaque formation japonaise est interceptée au moment exact, à l'angle parfait, par des L4 frais et assoiffés. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de brèche. Il n'y a qu'une attitude, les vagues d'attaque sont portées avant même de voir le porte-avions. Pilotes perdus, carburant gaspillé, formation de panique indonne. Lorsque le lieutenant Russell Rizé et sa division tombent sur le groupe de leaders à 60 miles de la flotte, les Japonais ne les voient même pas. Le soleil sur le dos. Pas d'avertissement. Seul le bruit des mitrailleuses .50 déchirant le ciel, puis 5 flammes en flammes, tombant comme des feuilles brûlées. Le message est clair, l'empire qui a autrefois dominé les cieux vient de trouver votre seigneur. Le 0 qui essaie toujours de continuer l'attaque est reçu par une barrière implacable, des formations de L4 échelonnées, positionnées comme des griffes à différentes altitudes. Prêt à descendre dans un haché mortel. Chaque interception américaine suit un motif mortel, plongée à toute vitesse, rafale précise de 0,50 mitrailleuse, puis redire à la position dominante. Les pilotes japonais n'ont aucune chance de réagir. L4 dicte les termes du combat, en maintenant toujours l'avantage de l'énergie, tandis que le 0, une fois que les rois des duels d'air, deviennent des proies lents et maladroites à grande vitesse, où leurs ailes perdent leur grâce et leurs canons de 7,7 mm ne sont que des jouets contre l'acier américain. La deuxième vague contre la force opérationnelle 58 raie à peine les navires. Les rares qui peuvent percer le siège arrivent en groupes dispersés et désorganisés, pour être avalés par un rideau anti-aérien si dense que le ciel semble fermé. Des destroyers et des croiseurs d'escorte tirent dans des barrages calculés, avec des grenades de proximité explosant dans l'air comme orages artificiels. Un seul bombardier de torsion peut lancer ses armes, mais l'USS Indiana se détourne avec un mouvement si précis que la torpille ne mouille même pas sa coque. À 11 heures, le commandant MC Campbell et ses 12 L4 du VF-15 interceptent la troisième vague, 40 avions japonais en formation. Ce qui suit n'est pas un combat, c'est un massacre. Pendant 20 minutes, les Américains chassent comme des loups entre les moutons. MC Campbell massacre 7 ennemis seuls. Votre aile, le lieutenant Roy rechigne, en laisse 4 autres. Chaque erreur japonaise est exploitée sans pitié. Les formations qui devraient être cohérentes se désintégrant dans des pilotes isolés, aux prises avec seulement pour survivre, oubliés de la mission. Ce qui était censé être une attaque coordonnée devient une évasion désespérée. Du haut de son 0 endommagé, le lieutenant-commandant Kenji Suzuki est témoin de l'effondrement. Son avion est silencieux de 0,50 L perforé, une coupe de profondeur profonde, le moteur toussant du sang. Les rapports qui atteignent les porte-avions japonais sont un verdict, des dizaines d'avions perdus, presque aucun dégât infligé à l'ennemi. Pire encore, les pilotes survivants parlent d'un nouveau combattant américain, une machine qui défie tout ce que le Japon croyait savoir sur la supériorité aérienne. Le 0 a été conçu pour les duels à proximité, où l'agilité a décidé de la bataille. Mais L4 ne joue pas pour les mêmes règles. Il augmente plus vite, tournant à grande vitesse et avalant des dégâts qui détruiraient tout autre avion. C'est comme si les Américains avaient forgé une arme spécifique pour tuer 0, et ils l'avaient fait sans erreur. À bord du Tai, l'amiral Ozawa reçoit les fragments d'une catastrophe. Sur les 69 avions de la première vague,
seulement 27 reviennent, beaucoup ont tellement détruit qu'ils peuvent à peine atterrir. La deuxième vague est encore plus dévastée, 128 a lancé des avions, moins d'un troisième arrière. Ce ne sont pas seulement des machines perdues, ce sont des années de formation, des pilotes que le Japon ne peut remplacer. Les anciens combattants, ceux qui ont survécu aux campagnes de Midway et Chine, regardent maintenant le ciel avec la même incrédulité que les recrues. Leurs rapports sont unanimes, les Américains sont partout, du tout, comme si leur propre air était le leur. Et le pire n'est pas une défaite tactique. C'est la rupture psychologique. Les pilotes qui ont décollé en toute confiance dans leur invincibilité tremblent maintenant en décrivant un ennemi qui ne saigne pas, qui ne se trompe pas, qui les détruit sans même transpirer. Les mécanismes comptent les espaces vides sur le pont, où les combattants devraient être. Les armateurs sont immobiles, sans avion à l'arrière, sans mission à préparer. Ce qui était censé être le coup final contre la flotte américaine est devenu un funérail. Ozawa sait que la quatrième vague, 82 avions, ne changera rien. Les rapports de reconnaissance confirment, les porte-avions américains sont intacts, leurs combattants dominent toujours le ciel. Lécher plus d'hommes à mort serait un sacrifice inutile. Mais le retrait admet que l'Empire a perdu la bataille qui devrait décider de la guerre. La communication entre les commandants et les pilotes s'effondre. Certains jurent que les Américains ont des centaines de combattants, d'autres, que leurs canons tirent des balles explosives. Personne ne veut accepter la vérité, le Japon n'a pas été surmonté pour le courage, non par le nombre, mais par l'ingénierie implacable. L4 n'est pas seulement un avion. C'est la fin d'une époque. Et tandis que les officiers supérieurs se débattent toujours s'ils devraient persister ou récupérer, une certitude qui plane déjà sur la flotte, le soleil qui est né au-dessus de Taï ce matin n'est pas mis sur un empire victorieux. Pour la première fois dans la guerre, les Japonais regardent le ciel et ne voient plus leur domination. Voir votre tombeau. L4 n'est pas un combattant, c'est une condamnation à mort écrite en métal et en feu. Son cœur, Pratt & Whitney R2800 double guêpe, racine avec 2000 chevaux, presque le double du 1330 de Sakai 21 qui a traîné 0. Cette supériorité n'était pas seulement numérique, c'était une différence qui s'est traduite par une domination absolue. Alors que 0 étouffait dans le Rarfat de haute altitude, son moteur à oxygène perdant la respiration, L4 a grimpé comme un démon, 3500 pieds par minute contre 2600 de l'adversaire. Chaque courbe, chaque plongée, chaque manœuvre a été effectuée avec une énergie que les Japonais ne pouvaient tout simplement pas égaler. Les pilotes américains ne se sont pas battus, dictaient les termes de combat. Et quand il était temps de tirer, le verdict était encore plus brutal. 6 Browning.50 mitrailleuses, chacun crachant 850 projectiles par minute à 2900 pieds par seconde, une tempête de plomb et d'acier qui n'a épargné ni fuselage, ni viande. 30 secondes de feu continu, 400 cartouches d'armes, toutes enrichies de forage, conçues pour déchirer les blocs de moteur et transformer les réservoirs de carburant en flambeaux. 0 a répondu avec 2 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 7,7 mm, mais c'était comme prendre un couteau dans un duel d'artillerie. Les canons japonais, lents et inexacts ont obligé le pilote à ajuster la cible entre chaque type d'arme, tandis que les pilotes légers ont à peine gratté le blindage des L4. Pire, avec seulement 60 tirs par canon, chaque coup a dû être calculé, sauvé, transformant le combat en un jeu de roulette russe où les Japonais ont toujours perdu. Mais le véritable avantage n'était pas seulement sur les machines, j'étais dans les yeux qui les guidaient. Alors que les Japonais dépendaient des jumelles et des cris de gardiens, les Américains ont vu dans l'obscurité avec les radars SK et SM. 150 000 de portée à détecter, une précision de 500 pieds pour mesurer l'altitude. Chaque contact a été tracé dans des tables lumineuses, chaque mouvement de l'ennemi disséqué en temps réel. Les agents de contrôle de l'air ont non seulement dirigé les combattants, ils ont orchestré le carnage. Voix calme radio, vecteur précis, interception calculée à l'efficacité du froid. Les Japonais ont volé à l'aveugle, les Américains ont chassé avec l'exactitude d'un chirurgien. Et puis il y avait les pilotes. En 1944, un aviateur naval japonais a atteint la ligne de front avec 40 heures de vol, assez pour ne pas se suicider en décollage. Son adversaire américain était de 525. Fité et 25 heures de caméra avec des caméras enregistrant chaque erreur, chaque coup. Des heures de formation tactique, de gestion de l'énergie, de combats simulés contre des instructeurs qui avaient survécu à Guadalcanal et à mi-chemin. Pendant que les manœuvres de présentation japonaises décoraient, les Américains ont appris à tuer. Et lorsque la quatrième vague japonaise a décollé, avec ses 82 avions restants, ils n'étaient plus des pilotes auxquels ils étaient confrontés, ils ont été exécutés.
À 14h30, le radar américain a localisé la flotte ennemie à 275 miles. Miche n'a pas hésité. Lancé 216 avions, dont 85 L4, dans un coup d'État qui n'a pas demandé la permission, soumission et soumission. Les Japonais, qui avaient rêvé de victoire le matin, pouvaient à peine garder 35 combattants en l'air. H a coulé sous une pluie de torpilles. Zuikaku et Chiyoda ont brûlé sous des bombes qui sont tombées comme un jugement final. Les canons anti-aériens japonais tiraient en vain, leurs grenades explosant inoffensives dans le ciel tandis que l'Amérique. Ils nous ont plongés sans pitié. Et quand la nuit est tombée, Miche a rendu l'impensable, il a allumé son porte-avions en tant que phare, sous-marin et torpille. Ramenez-nous à la maison, ordonna-t-il. Parce que dans cette guerre, même l'obscurité a obéi aux Américains. 80 avions perdus au retour, où y met 85% des hommes secourus. Des pilotes tirés des eaux par des destroyers, épuisés, mais vivants. Prêts à voler à l'aube. Ozawa a fui avec 35 avions du 430 qu'il avait apporté. Ce n'était pas un retrait, c'était un enterrement. Pour chaque Américain abattu, 10 Japonais sont tombés. Ce n'était plus une bataille, ce fut un avertissement. L'Empire du Soleil levant avait tout parié sur ses pilotes, leurs héros, leur doctrine. Et perdu. Parce que le ciel n'appartenait plus aux samouraïs. Il appartenait aux ingénieurs, aux radars, aux hommes qui ont volé les L4 et qui n'avaient pas l'intention de le retourner. Les implications vont bien au-delà d'une simple défaite tactique. Le Japon n'avait plus les ressources pour reconstruire ses groupes de porte-avions avant que la marée américaine n'atteigne son dos. La bataille de la mer des Philippines n'était pas seulement une victoire, c'était un verdict. La supériorité technologique, associée à une formation implacable, a anéanti la doctrine ennemie, aussi féroce ou expérimentée. L'aviation navale japonaise avait été forgée dans la gloire, des héros agiles tels que des lames, des cavaliers assaisonnés en années de combat, des victoires écrasantes de Pearl Harbor. Zéro était un chef-d'œuvre de l'ingénierie légère riche en ingénierie, maniable, mortel entre les mains d'un maître. Mais les maîtres ne sont pas nés en moi. Et la guerre ne s'attendait pas. Alors que les Américains produisaient des L4 comme s'ils étaient des munitions, le Japon a tenté de remplacer les légendes des recrues hâtives. L4 n'était pas seulement une chasse, c'était une réponse. Une machine construite pour tuer des héros, pas pour danser avec eux. Bunding, auto-revêtement, un moteur qui rugissait avec beaucoup de marge, les ingénieurs américains ont accepté le poids supplémentaire parce qu'ils savaient qu'en fin de compte, ce qui comptait n'était pas à quel point un avion était élégant, mais combien il est tombé avant. 6 mitrailleuses de 12,7 mm n'ont laissé aucun espace pour la poésie, des pages pour les trous de taille des points dans les fuselages japonais projetés pour la vitesse, pas pour la survie. Et puis le système est venu. Parce que l'Amérique ne s'est pas battue avec les pilotes, c'était une machine de guerre. Des radars qui ont vu au-delà de l'horizon, des contrôleurs qui positionnaient des escouades telles que des pièces d'échecs, un réseau de communication qui a transformé les combattants en extension d'un cerveau collectif. L'instinct de confiance japonais, les Américains, dans les données. Quand un L4 a décollé, ils savaient déjà où l'ennemi serait même avant que les pilotes japonais ne voyaient la mer. La doctrine japonaise était un poème épique, une tentative décisive, une victoire en un seul coup, une gloire ou une mort. La stratégie américaine était un manuel d'instruction, usure, répétition, avance implacable. Peu importe combien de zéros ils ont lancé contre eux, à chaque vague, à chaque bataille, avec chaque pilote perdu, l'Amérique a remplacé. Le Japon a enterré ses sifflets. Chaque L4 abattu était un numéro sur une feuille de calcul, chaque zéro a perdu, un chapitre effacé d'un livre que personne d'autre ne pouvait réécrire. Le 20 juin, alors que le soleil est né sur ses pans, les pilotes américains ont conçu ce qu'ils avaient fait la veille avec un terme qui sonnait presque à se décharger, Turkey Shoot. Un massacre. Pas une bataille, mais une ligne de mort. 445 avions japonais se sont transformés en plomb et en feu en 2 jours. 43 Américains ont perdu contre l'ennemi, les autres, les accidents, les erreurs, le coût inévitable d'une machine à arrêter. Dit par un. Ce n'était pas une proportion, c'était une phrase. Ozawa est rentrée chez elle avec des navires vides. Porte-avions sans pilote, elle sans main pour les guider. Dans son rapport, il n'y avait aucune excuse, seulement une vérité nue, l'aviation navale japonaise alors que la force offensive était morte dans cette mer. Les Américains non. Ils ont dû les poursuivre. Ils sont juste allés de l'avant, car le ciel était le leur et le Japon n'avait personne d'autre pour le contester. Ce qui est venu plus tard, ce n'était pas la guerre.
c'était l'exécution. Avec chaque île prise, avec chaque bombardement, avec chaque zéro qu'il a essayé, et a échoué, il a arrêté la marée, c'était clair, la révolution n'était pas dans les dogmes, mais dans les usines. En 1944, les États-Unis ont construit 96 000 avions. Japon, 28 000. Chaque L4 qui est sorti de la chaîne de montage a porté avec lui le poids d'une nation qui avait appris à combattre sans poésie, sans honneur, sans pitié. Uniquement avec les mathématiques. Et les mathématiques n'ont pas menti. Pour chaque pilote américain perdu, 19 Japonais sont tombés. Pour chaque zéro abattu, 10 L4 étaient déjà en route vers l'avant. Le F-6F n'était pas seulement un combattant, le symbole d'un nouveau monde, où la guerre n'a pas été gagnée par samouraïs, mais par des ingénieurs. Où le courage comptait moins que la cadence de production. Où le dernier soupir d'un empire n'était pas un cri de bataille, mais le silvo d'une bombe tombant sur Tokyo. Et le silvo ne serait plus élevé. Les chiffres ont non seulement confirmé la supériorité de L4, ils ont redéfini le concept même de la guerre aérienne. Chaque courbe de votre aile, chaque millimètre de blindage, chaque ajustement sur son moteur était une leçon apprise dans le sang de Pearl Harbor, raffinée dans les chantiers navals de Bethléem et les laboratoires du MIT. F-6F n'est pas conçu pour être le combattant le plus rapide ou le plus rapide, il a été forgé pour être le dernier avion dont un pilote américain aurait besoin. Et quand les héros, une fois craignaient des griffes du soleil levant, sont tombés comme des feuilles sèches devant un vent, il est devenu clair, la guerre n'appartenait plus aux poètes du ciel, mais aux ingénieurs de la production de masse. Les anciens combattants qui ont survécu au carnage de Mariana ont parlé de L4 avec un respect presque religieux. Ce n'était pas seulement une machine, c'était un pacte. Un pacte entre le pilote et les hommes qui, à des milliers de kilomètres, avaient tordu chaque vis avec la précision d'une horloge suisse. Les Japonais, à leur tour, ont vu leurs AC, formés pendant des années dans le culte de la perfection individuelle, réapprovisionnés par des pilotes américains qui, dans de nombreux cas, avaient à peine terminé 6 mois de formation. La différence n'était pas dans le cœur, mais dans le système. Alors que l'empire du Sun-West parie sur la lame tranchante d'un samouraï, les États-Unis avaient forgé une épée en acier industriel, lourde, implacable et capable d'être exercée pour des milliers. La catastrophe de Mariana n'était pas seulement une défaite tactique, c'était l'effondrement d'un mythe. L'aviation navale japonaise, qui en 1941 avait fait trembler le Pacifique, maintenant traînée comme un animal blessé, réduit aux tâches désespérées des kamikazes, non pas par stratégie mais par manque d'alternative. Chaque pilote qui se jetait sur un navire américain n'était pas un guerrier, mais une épitaphe. La dernière preuve que lorsque les mathématiques de guerre se retournent contre vous, ni le Bushido ni le vent divin ne peuvent réécrire les équations. Les amiraux de Tokyo rêvaient toujours de victoires décisives, mais leurs rêves ont heurté une vérité cruelle, vous ne pouvez pas gagner une guerre de friction lorsque l'ennemi fabrique plus d'avions en un mois que vous en un an. Et puis est venu le silvo du BE-29. Les îles que les Japonais ont juré de défendre à Dessaipan, Tinian, Gambekam, les plateformes à partir desquelles la vengeance américaine serait lancée. Le même porte-avions qui, en 1941, semblait facile au zéro était maintenant des forges flottantes, crachant des vagues de L4 et de corps qui ont balayé les cieux comme une peste biblique. Chaque bombardier qui a enlevé ses pistes était un marteau sur l'ongle de la destination japonaise. L'Empire, qui avait construit sa puissance à la vitesse et à la surprise, maintenant paralysé à la machine de guerre américaine fonctionnant avec la précision d'une minuterie suisse, lente, inévitable, écrasante. Les pilotes américains qui ont survécu ces jours ont parlé d'un phénomène étrange, le manque de haine. Haine. Il n'y a eu que du triomphalisme en massacrant un zéro, juste une sorte de tristesse professionnelle. Ils savaient que de l'autre côté de Canopy, était un homme aussi courageux que eux, mais condamné par un système qui l'avait envoyé mourir sur une machine inférieure. Les Japonais, à leur tour, ont décrit l'horreur de voir leurs escouades décimées sans même voir l'ennemi, abattus par des combattants qui sont apparus par la magie, guidés par des radars qui ont passé la nuit. C'était comme combattre les fantômes. Et les fantômes gagnaient. Lorsque le vétéran de Pearl Harbor et toutes les grandes batailles du Pacifique, sauf à mi-chemin, où la chance l'a déclenché, a coulé aux torpilles de Kavala, n'était pas seulement un navire perdu. C'était un siècle de connaissances navales qui descendait au fond de la mer. Le taille, la fierté de la flotte, avec son deck blindé et sa technologie de pointe, a explosé comme un château de cartes après une seule torpille, une victime non de l'infériorité technique, mais de l'arrogance de croire que l'innovation pourrait compenser le manque de ressources. Les amiraux japonais parlaient toujours des opérations décisives, mais leurs mots semblaient creux. Le Pacifique ne leur appartenait plus.
La leçon des Mariannes résonnerait pendant des décennies, la guerre moderne n'accorde pas les audacieux, mais les préparatifs. Il n'a pas couronné ceux qui se sont battus plus avec ferveur, mais ceux qui prévoyaient avec plus froid. Lorsque les derniers zéros sont tombés en juin 1944, ce n'était pas la fin d'une bataille, c'était le crépuscule d'une époque. Le soleil n'était plus né pour le Japon. Maintenant, il s'est mis. Et à l'horizon, illuminant la voie à Tokyo, le flash des forces américaines, infatigable, insatiable et invincible brillait. L'histoire des Mariannes n'est pas seulement un rapport de défaite, c'est un verdict impitoyable sur l'avenir de la guerre. Cela prouve que la supériorité militaire n'est pas née de l'héroïsme solitaire ou de la discipline aveugle, mais de l'alliance entre l'équipement industriel et l'innovation qui ne dort jamais. Lorsque la démocratie se réveille à l'urgence de la survie, sa capacité à transformer les ressources en pouvoir devient une force de la nature, irrésistible, écrasante, définitive. Le Japon a appris cela de la pire façon possible, du sang de ses jeunes, versé dans de vains investisseurs contre un ennemi qui avait déjà écrit la fin de la bataille avant même le premier coup. Les coureurs japonais qui ont décollé ce matin de juin n'étaient pas lâches, ils ont été condamnés. Ils rêvaient de la gloire de défendre leur empire, mais ont volé dans des boîtes en bois et en métal qui, avant les L4, n'étaient rien de plus que des cibles mobiles. Chaque zéro abattu n'était pas seulement une machine perdue, c'était une pièce irrécouvrable de l'avenir. Les anciens combattants survivants porteraient à jamais le poids des visages qui ne sont pas revenus, les noms rayés des enregistrements, les voix qui se taisent au milieu du feu anti-aérien. La culpabilité de ceux qui sont revenus est devenue l'épitaphe d'une force aérienne qui est décédée au ralenti, asphyxiée par sa propre obsession de se battre avec le dernier homme, même lorsque les mathématiques de guerre avaient déjà décrété sa non-pertinence. Pendant ce temps, de l'autre côté du ciel, les L4 ont prouvé que le génie ne nécessite pas la perfection des pilotes, mais la construction de machines qui pardonnent l'imperfection. Le F-6F n'était pas un avion à AES, c'était un avion pour gagner. Son bouclier protégeait le pilote, ses canons de 20 mm n'ont donné aucune chance d'erreur, sa vitesse et sa maniabilité se sont transformés au nouveau-né du gymnase en un bourreau efficace. Les Japonais, en revanche, parient tout dans une philosophie qui a glorifié le sacrifice de la survie, la capacité de systématisation. Et lorsque la guerre est devenue une question de friction, ce choix s'est avéré fatal. Il ne sert à rien d'avoir les meilleurs samouraïs si l'ennemi peut former des milliers de soldats compétents, et pourtant plus. Le massacre de Mariana n'était pas un combat. C'était une exécution. Les pilotes japonais ont décollé en sachant, en arrière-plan, qu'ils ne pouvaient pas gagner. Son porte-avions, autrefois des symboles de Power Yoke, n'étaient plus que des appâts pour les requins américains. Radar, coordination tactique, chaîne de commandement qui a transformé les données en décisions en quelques secondes, tout cela a réduit la guerre de l'air à une équation à froid, d'une part, une précision industrielle, de l'autre, le désespoir. Lorsque le soleil a été posé le 19 juin, le Japon n'a pas seulement perdu 400 avions et des centaines de pilotes. A perdu la capacité de rêver de la victoire. À partir de ce jour, chaque bataille ne serait qu'une question de la durée. Et donc, ce qui a commencé à Pearl Harbor en tant qu'humiliation est devenu dans les Mariannes dans une leçon éternelle, les démocraties, quand éveillées, ne se contentent pas de vengeance. Ils réécrivent les règles du jeu. Les États-Unis ont non seulement reconstruit sa flotte, ils l'ont réinventée, fusionnant la science, l'industrie et la détermination sur une machine de guerre qui ne connaissait aucune limite. Alors que le Japon croyait toujours que l'esprit pouvait surmonter l'acier, les Américains ont prouvé que l'acier, lorsqu'il était forgé par la liberté et la nécessité, devient incassable. Le crépuscule de 1944 était également une aube. Pour le Japon, le soleil ne brillerait plus avec la même intensité. Pour le monde, l'avertissement était, à l'ère de la guerre totale, la supériorité n'est pas mesurée dans le cœur, mais en tonnes. Et lorsque l'équilibre est suspendu d'un côté, même les dieux de la guerre n'entendent pas les cris des condamnés.